Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier et surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Avant de démarrer mon petit rituel d'introduction, je voulais m'excuser pour l'état de ma voix. Je sors d'une bronchite et je vais tout faire pour réussir à vous dire ces quelques mots sans vous tousser dans les oreilles. Quand on vous pose la question « D'où viens-tu ?» Que répondez-vous ? De Munich, quand vous êtes en France, française ou bien normande ou que sais-je, quand vous êtes en Allemagne ? Et quand vous êtes ailleurs, par exemple aux États-Unis ? Que répondez-vous ? Moi par exemple, j'ai toujours eu du mal à me dire que j'étais lorraine, même si j'y suis née et j'y ai passé les 18 premières années de ma vie. J'ai longtemps été parisienne de cœur et je dois dire que maintenant, si j'y réfléchis, ça fait quelques années que je me sens munichoise. Et vous, comment définissez-vous vos origines, votre identité actuelle d'un point de vue géographique ? Aujourd'hui, vous allez écouter le parcours de vie d'Olivia. Comment elle passe de la France aux États-Unis à 12 ans, comment elle décide de rester par amour en Allemagne à 18 ans, à chaque fois sans parler la langue, sans connaître la culture, en redémarrant tout de zéro. Olivia nous raconte les obstacles qu'elle a rencontrés, ses difficultés, mais aussi comment elle s'accroche et rebondit à chaque fois grâce à l'amour qu'elle porte à son mari et à sa formidable histoire d'amitié avec Steffi. Des années de quête, de volonté de se fondre dans le décor pour arriver finalement à avoir le sentiment d'être chez soi, non pas à Aix, Grenoble ou Paris, non pas à New York ou San Francisco, mais à Munich. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à moi. Merci de me recevoir. Je suis très contente de te recevoir et en plus, parmi les invités que j'ai, tu fais partie, je pense avec Marianne, des gens qui sont là depuis très très longtemps à Munich. Et donc je suis sûre que tu vas pouvoir nous partager plein de choses. Je pense que oui. Alors on commence toujours par le commencement et ma première question c'est d'où viens-tu ? Je suis d'origine de Grenoble, donc je suis née à Grenoble, mais j'ai pas grandi là-bas. Voilà, j'ai une histoire un peu longue par rapport à ça, parce que à l'âge de 7 ans, on est parti habiter dans la région parisienne et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après, on est parti vivre aux États-Unis. D'accord. Et où aux États-Unis ? D'abord à New York et après à San Francisco. Ok, donc une vie d'expatriation C'est ça. Dans différents endroits en France et après, ouais, les États-Unis, le grand saut. Et t'avais quel âge alors quand tu parles ? J'avais 12 ans, j'avais fini une 6e et j'avais juste fait une année d'anglais. Je parlais très mal l'anglais et on est parti. Et normalement, on devait rester 2 ans. Et puis on est resté 12 ans. Enfin, mes parents, ils sont encore. Enfin, mon beau-père et mes frères. Ma mère n'y est plus, mais ok. Ça, c'est une autre histoire. Et tu as fait ton parcours en lycée collège français ou à l'école américaine ? Non, justement, mes parents m'ont jeté à l'eau et ils m'ont mis dans une école américaine directement. Ça veut dire que quand je suis arrivée, je parlais pas un mot d'anglais et j'étais perdue. C'était très, très dur pour moi. J'ai pas réalisé pendant longtemps. Je commence à peine à réaliser ce que ça voulait dire pour moi maintenant. Parce que tu avais 12 ans, oui, donc j'imagine c'est ans. pas la même chose qu'un enfant qui a 2 ou 3 ans. On dit c'est beaucoup plus facile de s'intégrer. La langue, à 12 ans, c'est plus compliqué. C'était plus compliqué, puis en plus, personne ne parlait ma langue, donc j'étais complètement perdue. Et puis, j'étais même dans une classe d'espagnol les premières semaines, et je savais pas que c'était de l'espagnol. Voilà, ça a montré tout déjà, j'étais complètement paumée, mais bon. Et à la maison, j'étais la seule à répondre au téléphone. D'accord. Enfin, personne ne parlait l'anglais, quoi. C'était dur au début. Et tu t'es débrouillée toute seule en allant à l'école ou tu as eu un peu d'aide avec des cours à côté ou... J'ai pas eu des cours à côté, mais l'école a engagé une dame qui s'est occupée des enfants étrangers, en fait. Et elle m'a beaucoup aidée. Mrs. Michaels, elle s'appelait. Et c'est elle qui m'a un peu sauvée de tout ça, qui a commencé à m'apprendre à écrire, à lire, à comprendre la langue, quoi. Parce que mes parents ne parlaient pas du tout l'anglais. Et mes frères non plus.
Ok. Et donc, tu dis, vous êtes resté 12 ans aux États-Unis, donc vous revenez en France à un moment donné ou c'est toi qui pars? Comment ça se passe? Alors, on est à New York. J'étais dans la région de New York jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après, on est parti à travers le pays et on est parti habiter à San Francisco. Là-bas, j'ai fait toute ma high school à l'université aussi. J'étais à l'université à Berkeley et en fait, j'ai rencontré là-bas à l'école américaine. Excuse-moi, tu as étudié quoi à Berkeley? C'était des études interdisciplinaires et j'ai créé mes propres études, si tu veux. C'était j'ai étudié la psychologie, du business et j'ai écrit une thèse sur les relations interculturelles entre la France et les États-Unis. Voilà. On comprend un petit peu le lien. Et donc, avant que je t'interrompe, tu disais, j'ai rencontré... En fait, en high school, toutes mes copines, c'était des exchange students, des Allemandes, des Suédoises, des Danoises, etc. Parce que j'ai jamais quitté l'État européen. Donc, j'avais des amies américaines, quelques-unes, mais la plupart de mes amies étaient européennes, en fait. Ok. Malgré le fait que tu aies fait toute ta scolarité, pour ainsi dire, aux États-Unis, tu te sentais plus proche, en fait, des Européens. Toujours. Okay. Je me suis sentie toujours plus... Et puis, on rentrait en France tous les étés aussi. Donc, je passais 3 mois en France tous les étés avec ma copine française. Donc, j'étais quand même encore... j'avais encore la connexion. Et donc, j'ai rencontré une copine à 16 ans, une copine allemande, une munichoise, Stéphie, qui changera ma vie. D'accord. Je ne savais pas à ce moment-là, mais... Voilà. Mais tu parlais l'allemand? Tu t'intéressais à l'Allemagne ou Je parlais pas un mot d'allemand. J'avais jamais appris l'allemand de ma vie. Ce que je sais de l'Allemagne, c'était mon grand-père qui me disait surtout va pas en Allemagne. J'aime pas les Allemands. Enfin, c'était c'était une culture que je connaissais pas du tout, qui m'intéressait pas non plus. Non, c'était vraiment un hasard que j'ai rencontré ma copine Stéphie qui était allemande. Elle aurait pu être de Roumanie ou je ne sais pas d'autre. Et donc, tu as dit, elle a changé ta vie. Tu peux nous en dire plus? Alors, donc, dans sa chambre, elle avait une photo sur son mur et c'était un garçon. Voilà. Et elle me disait, lui, il te plairait, c'est un garçon, vous iriez bien ensemble. Et donc, je crois que c'était à 18 ans, je suis venue à Munich la première fois. Je suis venue la voir et puis on était à un dîner avec plein d'amis et moi j'étais assise à la fin d'une table et lui à l'autre fin d'une table et lui il se souvient de m'avoir vue mais moi je me souviens pas de lui. C'est seulement des années plus tard quand je suis revenue la deuxième fois à Munich qu'on s'est rencontrés et que voilà, c'est mon mari. Ok, waouh. Et c'était un très bon copain, ma copine Stéphie, donc encore aujourd'hui on est tous les 3 très bons copains. D'accord, donc tu pars une première fois à Munich à 18 ans, ça tu disais, ouais. Pour lui rendre visite. Et la deuxième fois, tu reviens aussi lui rendre visite ou comment? Alors, ça c'est drôle. Alors, voilà l'histoire typique. En fait, en 95, donc après, à la fin de mes études, en fait, de mon bachelor, je voulais quitter les États-Unis, mais j'avais l'intention de revenir. Et je voulais passer 3 mois à Munich. Donc, je suis arrivée chez ma copine Stéphie en novembre à Munich et j'habitais chez elle, je dormais dans sa chambre, on partageait un lit, etc. Je ne connaissais pas encore Andreas, mon mari. Et voilà, je voulais rester 3 mois en fait. Et à l'une des fêtes de soirée, il est arrivé et puis ça a été le coup de foudre et voilà quoi. Donc, je ne suis plus jamais repartie. Donc, t'es restée. Ok. Mais alors concrètement, comment ça se passe? Parce que donc là, tu prévois de partir juste 3 mois chez ta copine et comment en fait tu fais pour rester plus longtemps? Comment tu prends tes décisions? C'était très dur parce que l'Allemagne pour moi c'était très très difficile au début. Je connais pas le reste de l'Allemagne, mais je connais bien la Bavière et la Bavière pour moi ça a été très très dur au début. Et puis il faut dire c'est la Bavière il y a 20 ans, il y a 24 ans. 24 ans, ouais. Non, mais ça a beaucoup changé, je pense. Munich, en tout cas, maintenant. Exactement, ça a beaucoup changé. C'était encore très provincial. Bon, d'abord, on n'avait pas Internet, faut le dire, parce qu'au début, c'était très difficile d'avoir des connexions, de trouver des gens, tout ça. Mais j'étais surtout entourée d'amis de Stéphie et de mon copain, donc je connaissais que des Allemands. Et au début, quand je suis arrivée, il me parlait anglais, donc j'étais un peu intéressante parce que au bout d'un moment, ça s'oublie ça. Donc en fait, je passais des soirées assise à table
à pas comprendre un mot d'allemand parce que je parlais vraiment pas un seul mot d'allemand. Et j'ai fait un cours d'allemand, mais ça m'a pas plu. Et donc mon copain, enfin mon mari maintenant, mon copain à ce moment-là, me parlait en anglais les premiers mois. Et puis je me souviens toujours, c'était en janvier, il me dit « Et maintenant, on parle qu'allemand. Maintenant, c'est terminé. » Et j'ai dit « Ok. » Et c'est comme ça que j'ai appris la langue en fait. Ils disent on apprend la langue sur l'oreiller. Et donc évidemment, j'étais entourée d'Allemands, donc j'avais pas le choix. Je connaissais pas de français. Et j'ai été, encore une fois, jetée à l'eau. C'est ce que j'allais dire, c'est fou parce que tu te retrouves 2 fois dans une situation similaire au niveau de la langue, ouais. C'est ça. Et de recommencer de zéro, ouais. Ouais, ça m'aidait beaucoup de parler l'anglais couramment, c'est sûr, parce qu'il y a des mots qui se ressemblaient beaucoup, mais j'ai bien mis 10 ans à parler bien couramment et bien 15 à bien parler. Maintenant, je parle vraiment couramment, mais il y a encore de temps en temps des mots que je connais pas, mais très rarement maintenant. Et donc là, quand tu décides de rester plus longtemps, enfin déjà ces 3 mois, t'étais dans un cadre particulier, c'était des vacances, parce que j'imagine qu'après tu dois te dire, bah faut que je cherche à travailler ou. C'est ça, ouais. En fait, je me suis donné 3 mois parce que je voulais faire un master en rentrant, donc voilà, je voulais partir 3 mois et revenir et continuer mes études. Et quand j'ai réalisé que je restais à Munich, c'était très dur au début parce qu'Andreas, lui, il finissait ses études à Regensburg, qui est une ville pas très loin de Munich. Et on se voyait que le week-end, donc j'étais vraiment très seule, en fait. J'avais des connaissances, mais c'était très difficile, en fait, au début. J'étais beaucoup toute seule. Et donc, je réfléchissais à ça et je me suis dit, il faut que je commence à travailler, que je cherche un boulot, un job. Et comme je parlais pas l'allemand, c'était le problème au début. Donc, tu fais des petits boulots et c'est grâce à ta copine Steffi que tu trouves ton premier emploi. C'est ça. Et ça, c'est vraiment drôle parce que c'est une compagnie japonaise. Et eux ne parlent pas. Et tu as appris le japonais? Non, pas du tout. Non, c'était très, très bizarre. C'était vraiment très drôle. Et eux ne parlent pas un mot d'allemand, évidemment. Donc, je peux parler en anglais avec eux. Mais donc, je suis responsable pour le bureau. Et quand les gens appellent, c'est des Allemands qui appellent. Donc, je comprenais rien au téléphone. C'était à chaque fois que le téléphone sonnait, c'était encore une fois une horreur pour moi de répondre à ce téléphone et j'essayais d'attraper des mots ou des noms ou des numéros de téléphone. Et souvent, j'y arrivais pas. J'étais complètement perdue, en fait. Et puis un jour, je suis pas revenue. Et ça a été ma première bonne leçon de ma vie par rapport au travail. Parce qu'en fait, c'était un copain à Stéphie qui m'avait donné le job. Et en fait, je suis pas revenue. Et puis un jour, il m'a dit, tu sais, t'es pas revenue. Heureusement que je te connais. Non, oui, j'avais besoin d'une lettre de recommandation. Et donc, je l'appelle et je lui dis, ouais, il me dit, tu sais, heureusement qu'on se connaît et que je suis copain avec ta copine parce que tu n'aurais pas eu une lettre de recommandation, tu n'es jamais revenu. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai, il m'a dit, ça, c'est une leçon boomerang. Et ça, je l'ai gardé toute ma vie avec moi, jusqu'à maintenant. De toujours bien quitter les entreprises et de bien faire son exit. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver après. Oui, puis c'est la phrase en allemand là, qui dit qu'on se voit toujours 2 fois. Donc... Exactement. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, c'était mon premier job. Donc tu pars parce que bon, c'était, je pense, très difficile la situation. Tu t'accroches parce que finalement, tu es encore à Munich. Et ben, je m'accroche. Qu'est-ce qui te fait tenir en fait? Là, c'est Andreas. Ouais, l'amour. C'est ça, c'est l'amour. C'est parce que je ne serais pas restée, c'est impossible. Je m'habituais pas à la culture du tout. Je prenais un bus pour aller travailler. Je fondais en larmes parce que le conducteur de bus, il me parlait méchamment. Mais maintenant, je sais que c'est le bavarois, quoi. Donc maintenant, j'ai l'habitude. Je fais même plus attention. C'était très dur. Puis j'arrivais de la Californie, donc... Oui, non, mais je pense que c'est un décalage complètement fou. C'est sûr. Et puis il faisait nuit très tôt. Je me suis demandé où je suis tombée, quoi. C'était vraiment très, très dur. Je ne serais jamais restée si je n'avais pas rencontré Andreas. Jamais. Et donc, tu quittes ce premier emploi et qu'est-ce qui se passe après? Après, j'en trouve un autre et puis je continue. Après, c'était par l'aide de la maman à ma copine Stéphie qui, elle, me sauve, encore une fois. Et puis là, ça s'est arrangé. Bon, petit à petit, j'ai appris la langue et puis j'ai travaillé pour une autre entreprise. Et voilà, quoi. Je me suis accrochée et puis je suis restée 2 ans. Et puis après, j'ai trouvé mon premier job moi-même, toute seule, dans
dans une grande compagnie de consulting. Et là, j'ai commencé mon premier vrai boulot pour moi. Et qu'est-ce que tu faisais? J'étais responsable pour le recruiting pour les internes. Et voilà. Donc, on était une équipe de 4 et j'étais dans le recruiting. Et là, tu peux dire qu'au bout de 2 ans et en trouvant là ce premier boulot, comme tu dis, toi-même, tu commences à te sentir bien à Munich ou ça dure encore Non, là, ça commence à aller mieux parce que je rencontre des gens comme... je commence à créer des liens avec des gens du travail. Je sais même pas, je crois que je commence à avoir... J'ai eu des amis aussi moi-même que j'ai rencontrées toute seule comme une grande fille qui faisaient pas partie du groupe de ma copine Séphie. Parce que même si aujourd'hui, ils font partie de mes meilleurs amis, ses amis à elle, en ce temps-là, pour moi, c'était important de me séparer de ce groupe-là, justement, et de dire, je peux y arriver toute seule aussi. Oui, c'est ça, d'avoir une autre image, quoi, plutôt que d'être celle qu'on aide. C'est ça. Mm. Et donc, ça a commencé à aller mieux, tout à fait. Et donc, là, tu parles déjà bien allemand. T'as fait des progrès ou ça prend encore du temps? J'ai fait des progrès, ouais. J'ai fait des progrès. Je peux parler au téléphone, je peux être en réunion. Le seul problème qui reste, c'est que je sais pas très bien écrire l'allemand. Et aujourd'hui, ça commence à aller mieux au bout de 24 ans. Mais c'était dur, quoi. Mais la compagnie m'offre un cours d'écriture en allemand pour que j'apprenne à écrire. Donc, je fais ça pendant quelques temps et ils acceptent. Je trouve toujours quelqu'un qui m'aide à corriger mes textes. Et donc au bout de ces 2 ans-là, ton copain, qui n'est pas encore ton mari, ou non, vous n'êtes pas encore mariés. On n'est pas encore mariés, Il est toujours à Regensburg ou il te rejoint? Là, il m'a rejoint. C'était notre premier appartement à Maxvorstadt. On emménage ensemble, donc, et on habite à Maxvorstadt dans la Adalbertstraße. D'accord. Et c'était notre premier appartement, et voilà. Et on a habité là 2 ans et demi, je crois. Et donc la suite, je te laisse voir. Tu restes combien de temps dans cette boîte? Je sais que tu as des enfants aussi. Ouais. Tu vas te marier. Comment tout ça se Quand je vois ça, quand je vois ma vie maintenant, je vois qu'elle est très... voilà, beaucoup de changements, on va dire. Alors après, donc je quitte cette boîte au bout de 2 ans et puis il y a des copains à moi qui arrivent des États-Unis que je connaissais, avec qui j'étais quand j'étais en Californie, et en fait c'était en 99 et ils sortent de Harvard Business School et ils sont super excités parce que c'est le Internet boom et tout le monde veut faire un start-up et voilà, la vague arrive sur Munich, donc c'est 99 et la vague de Internet Startup commence, donc ils viennent me voir, ils me disent « Olivia, on a besoin de toi, tu connais Munich, tu connais l'Allemagne, viens travailler pour nous ». Alors je dis « Ok ». Donc j'ai quitté l'entreprise et je suis partie travailler pour eux. Et ça, c'était vraiment une grande aventure parce que pendant 2 ans, j'étais responsable de toute l'administration. J'étais la première employée et on est monté jusqu'à 80 employés, je crois. Et elle faisait quoi, cette start-up? Alors, c'était un classement de produits d'hôpitaux classés par Internet. C'était encore le début un peu de l'Internet, donc c'était pas vraiment... C'était comment faire passer leurs commandes pour des matériaux d'hôpital, d'hôpitaux par Internet. Un catalogue, oui, en ligne où tu pouvais commander directement. Voilà. Mais c'était très hot, très chaud et tout le monde avait... Oui, 80, tu dis 90, 99, c'est le tout début d'Internet. Ouais. Donc voilà, c'était la nouvelle aventure commençait et puis... Milieu complètement en plus différent pour toi? Complètement différent. Je travaillais... je me souviens même plus de dire que je travaillais tout le temps. Mais là, ce qui était bien, c'est que, en fait, comme je parlais l'anglais couramment, j'avais ce côté-là de connexion avec eux. Et de l'autre côté, je connaissais la ville, je connaissais Munich. Donc, je pouvais les aider. Donc, c'était le commencement justement de l'avantage d'avoir vécu ici, en fait, pour moi. Oui, puis tu servais d'interface, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça... 2 ans, apparemment, c'est le chiffre magique, n'est-ce pas? Et là, en fait, j'ai tout laissé tomber. D'un jour à l'autre, j'en ai eu marre. Je supportais plus d'être dans le business. Je supportais plus ce monde. Je sais pas. T'as trop travaillé, tu penses? Enfin, c'était un mini burn-out. Ouais. Peut-être. Mais d'un autre côté, j'étais pas fatiguée, j'étais pas déprimée ou un truc comme ça. J'en ai juste eu très marre, en fait. Oui, mais je pense qu'en fait, quand même le burn-out, c'est pas forcément, tu sais, tu passes un cap encore supérieur et justement, je pense que tu t'en rends pas compte ou tu te sens pas fatiguée, mais en fait, t'en peux juste plus, quoi. C'est ça.
Donc, j'en pouvais plus et ça me saoulait. Donc, et puis en plus, ils coulaient. Donc, j'allais pas faire des millions. Et donc, tu pars. Voilà, je pars, mais je pars pas méchamment. On est tous copains, tout va bien. Pas comme la première fois. Exactement, ouais. Boomerang. Je suis bien partie. Et là, je change complètement de chemin, en fait. J'ai toujours aimé les enfants. J'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Et je me suis dit, allez, là, j'y vais. Et puis, j'ai trouvé un job comme assistante de maternelle dans une école, dans un kindergarten Montessori. Ok. Et, en langue d'anglais. Enfin, ils parlaient anglais. Et là, ça a été vraiment le début d'un autre chemin complètement différent, mais qui est aussi super parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai mes 3 meilleures copines que j'ai rencontrées là-bas. Il y en a une, elle est moitié allemande, moitié américaine, l'autre pareil, et une autre est une irlandaise. Enfin, c'est des très très bonnes copines ici à Munich, et je les ai rencontrées là-bas. Là, il y en a une, c'était ma chef. Et donc voilà, je commence ce job-là, qui est complètement différent. Je travaille dans un kindergarten avec des petits, et Montessori aussi. Ce monde de Montessori s'ouvre à moi, qui jusqu'aujourd'hui est toujours mon monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus pour les gens qui connaissent peut-être pas ou pas beaucoup ce que c'est que le système Montessori? Alors le système Montessori, la phrase la plus connue, c'est « aide-moi à m'aider moi-même » ou « aide-moi pour que je puisse m'aider moi-même ». Et ça, c'est vraiment au cœur du Montessori. Par exemple, si un enfant essaie de travailler, de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire et que toi, en tant que maîtresse ou qu'assistante, tu le regardes faire, de ne pas tout de suite dire « laisse-moi faire » ou « je te montre comment c'est » ou est-ce que je peux t'aider ?» C'est d'attendre, de regarder, d'avoir de la patience, d'observer et de voir ce qui se passe. Et puis, si vraiment l'enfant vraiment devient frustré et jusqu'aux larmes ou même avant, on peut dire « est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ?» Et s'il dit non, eh ben, c'est d'accepter le fait que l'enfant veut le faire lui-même, même si ça lui prend 3 heures, quoi. Et ça, c'est Montessori. C'est redonner la confiance aux enfants. Voilà, c'est une question de confiance, en fait. Et là, tu es sur quel site? Il y en a plusieurs, Montessori, à Munich ou... Alors là, je suis plus dans le kindergarten depuis des années, mais je travaille dans une école Montessori à Olympia Park, au parc olympique. Ok. Et tu fais quoi là-bas? Complètement différente. Je suis tu es responsable. Je suis responsable des programmes de l'après-midi pour les 5 à 10e classe. Donc, ça veut dire que j'organise le programme complet de l'après-midi des enfants de la Mittel- und Oberstufe, ce qu'ils appellent 5e ou 10e classe. Et on a un programme du lundi au jeudi, où les enfants, l'après-midi, font des cours d'espagnol, de l'anglais, du français, de la danse, du théâtre, etc. Et j'ai sous moi donc 13 personnes qui travaillent à leur compte et qui viennent donner des cours. Et depuis cette année, super, j'ai un assistant. Et c'est un Français, un Lyonnais. Ok, voilà. La boucle est bouclée. Ouais. Donc on parlait un petit peu tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais 2 filles. Ouais. Elles arrivent à quel moment, comment? Tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, elles arrivent au bout de la 2e année, enfin de la seconde année au kindergarten. Et ouais, quand je travaille avec des petits, l'envie d'avoir des enfants est venue aussi et ils sont tellement mignons. Enfin, pas tous, mais bon. Et donc... Et Andreas et moi, donc, on s'est mariés la première année où j'ai commencé le kindergarten de Montessori. Et la seconde année, donc, juste quelques mois après, je suis tombée enceinte. Donc, la seconde année du kindergarten, j'étais enceinte avec Lise déjà, ma première fille. Et là, le choix de la structure, de l'éducation, de la langue, comment ça se fait chez vous? Parce qu'avec Andreas, par exemple, c'est Andreas, hein, ouais. je ne me trompe pas, vous parlez allemand ensemble ou anglais? On parle allemand. Ok. On parle allemand, ouais. Il parle un petit peu français quand on est en France, mais notre langue, c'est l'allemand, en fait. D'accord. Et donc là, avec ta fille, tu lui parles en quelle langue? Alors au début, c'était un peu... J'ai fait des efforts, je lui parlais en français. Mais comme j'étais entourée d'Allemands et que toute ma famille, tous mes amis étaient allemands, j'ai malheureusement lâché le morceau et j'ai commencé à lui parler en allemand. Quand ma deuxième fille est née, Pauline, je lui ai parlé qu'en allemand. Et
J'avais toujours conscience. C'était vraiment... j'avais une mauvaise conscience parce qu'elle ne pouvait pas communiquer avec ma famille en France, elle ne pouvait pas parler avec leur grand-mère en France. Et je savais que ça n'allait pas, quoi. Il fallait changer quelque chose. Mais toute seule, j'y arrivais pas. Je me sentais observée. Quand, par exemple, j'allais sur les jardins d'air et que j'étais la seule à parler en français, tout le monde me regardait. C'est normal parce qu'on parle une autre langue. Et en fait, je voulais disparaître dans la foule. Et en étant française, encore une fois, j'étais étrangère. Et je crois que c'est ça, en fait. Je voulais disparaître. Je voulais m'acclimatiser et faire partie de l'endroit où je suis et pas, encore une fois, être étrangère. Enfin, c'est ce que je crois qui s'est passé, en fait. Ouais, se fondre dans le décor. Voilà. C'est pas une excuse, mais bon, c'était comme ça. Non, mais après, avec ton parcours de vie, ça peut se comprendre. Donc, tes filles, tu les mets, j'imagine, en kindergarten allemand ou à Montessori aussi, ou pas du tout? Non. Un autre chemin aussi pour mes filles, en fait, c'est ma belle-sœur qui, elle avait ses filles dans un Waldkindergarten. Ok. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, c'est en rapport avec la forêt, non? C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc ils sont dans la tout forêt. Le temps dehors, voilà. Par quel que soit le temps, sauf conditions extrêmes. Exactement. Donc ils ont un Bauwagen dans le English Garden et ils sont toujours dehors. Et comme disait ma mère quand elle les voyait, c'était des sauvages, quoi. Enfin, elle était choquée, c'était des sauvages, on n'avait pas de toilettes, etc., etc. Et c'est vrai qu'au début, encore une fois, je connaissais pas du tout ça, quoi. En France, moi, il y avait les maternelles, les écoles, enfin, je connaissais pas cette histoire d'enfants dans la nature toute la journée. Mais tu l'aimais pourtant là-bas, donc qu'est-ce qui te convainc? C'est ma belle-sœur que je trouve super cool et qui a toujours bien fait avec ses enfants. Donc je lui ai fait confiance et je me suis dit, allez, à l'aventure avec elle et puis on va y aller. Donc j'y ai passé 7 ans avec mes filles dans cette initiative de Waldkindergarten et ça aide beaucoup à combattre les peurs de maman. Les enfants dans les rivières, il n'y a pas de limite autour du Bauwagen. Donc... Non, je me rappelle avoir entendu une maman qui avait ses enfants là-bas, qui était hyper stressée parce qu'elle s'était rendue compte que son fils avait mangé des champignons. Ouais. Mais voilà, il savait pas ce que c'était et en fait en se disant en fait il aurait pu manger quelque chose de toxique. C'est sûr, d'un autre côté, il peut traverser la rue et se faire écraser par une voiture. Enfin, je veux dire, je comprends ce que tu veux dire, mais ça a un côté aussi Montessori, ce Waldkindergarten, parce que c'est laisser confiance aux enfants. Évidemment, ils font pas tout ce qu'ils veulent et n'importe quoi. Il y a quand même des éducateurs. Et puis il y a des règles, c'est très important. Ils ont des règles. Ils peuvent aller à la rivière à partir d'un certain âge. On sait les rivières dans lesquelles ils peuvent nager. Enfin, c'est vraiment très important de savoir d'avoir des règles. Mais quand même, ils apprennent leurs limites. Et mes filles, jusqu'à maintenant, à part que elles ont encore... Enfin, ma fille Pauline a peur des insectes. Donc, mon mari, à chaque fois, il dit « Super qu'on l'ait mis dans le Waldkindergarten, qu'elle a peur des mouches. » Mais ce que je remarque, par exemple, c'est qu'elles sont très, très fortes en sport, en fait. Parce que très vite, ils ont monté des arbres et ils se sont beaucoup bougés et elles sont très agiles en sport. Enfin, c'est la différence que je remarque. Et après le Waldkindergarten, elles vont où? Elles vont à l'école publique. Là, pareil, je suis ma belle-sœur qui a mis ses enfants à l'école à Wilhelmschule à Schwabing, qui est une école très sympa, c'est une petite école, donc je les mets là-bas. Et là, je suis pas encore à l'école Montessori, donc j'ai fait un cut de Montessori entre-temps, donc j'ai pas eu l'idée de les mettre à l'école Montessori. D'accord, c'est pour ça. Voilà, mais là, sachant ce que je sais aujourd'hui des écoles, mes 2 filles sont maintenant au gymnasium, j'aurais préféré les mettre dans le système de Montessori depuis la première classe. Et pourquoi tu penses que c'est un accompagnement plus adapté ou... Comment expliquer? Ils sont stressés d'une façon ou d'une autre à partir de la 4e classe parce que ou ils doivent passer un examen pour rentrer au gymnasium, ou alors ils passent des examens tous les mois pour avoir le Durchschnitt pour passer au gymnasium aussi. Donc autant leur laisser les 3 premières années libres et puis aussi peut-être de réaliser que l'enfant n'est pas fait pour le gymnasium au lieu de penser il faut que ce soit le gymnasium, il faut y aller à fond, il faut que ce soit là, il faut qu'ils aient la moyenne, etc. Moi, je me suis retrouvée dans cette pensée et j'ai suivi le ruisseau, en fait. Je peux très bien comprendre, on veut la meilleure chose pour son enfant. Et on se dit, le gymnasium, c'est en haut, donc c'est le meilleur. Et ça prend du temps et du recul pour comprendre que ça peut être différent, qu'il y a des chemins différents, en fait.
Je voulais revenir sur la langue et sur tes filles, puisque tout à l'heure, hors micro, tu me disais que vous étiez partis à un moment donné en France, justement pour qu'elles aient le français, parce que toi, tu leur parlais allemand au final, donc je pense qu'effectivement, elles étaient moins exposées à la langue. Ça se passe à quel moment, ça? C'était en 94, juste l'année de Charlie Hebdo. Et on est parti... En fait, j'ai décidé avec André, enfin on a décidé de partir en France 1 an et de les scolariser en France pour qu'elles apprennent le français. Parce que je voulais qu'elles apprennent le français et on voulait aller à l'aventure et donc on a fait ça. Andreas faisait l'aller-retour. Comme il travaillait à son compte, il pouvait planifier. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Donc lui, il pouvait travailler d'où il voulait. Voilà, donc il planifiait, il partait 1 semaine. Il revenait 2 jours, il partait 2 semaines, il revenait 10 jours. Enfin, mais j'étais beaucoup toute seule, encore une fois, là-bas. Et vous partez où, vous installez en France? À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Pas mal, sympa. quand même. Ouais. Autant, si on est en France, dans le sud. Ah oui, non, mais t'as raison. Et puis, en plus, il y a ma cousine là-bas, enfin, mes cousines. Il y a mes 2 cousines, il y a mon oncle et ma tante qui habitent à Aix-en-Provence. Et donc, je suis pas toute seule, en fait. Et tes filles, tu les mets à l'école aussi à ce moment-là? Ouais, on les enregistre dans l'école normale, l'école primaire. À Aix-en-Provence. Ok, donc elles ont quel âge? Pauline rentre en CE1 et Lise en CM1. Et c'est pas trop dur pour elles? Si, mais c'est super bien organisé en France. Je sais pas si c'est comme ça en Allemagne, je crois que ça commence un peu, mais ils ont des classes clean, ce qu'ils appellent. Clean, c'est des CLIN. En fait, c'est des classes pour des enfants étrangers qui parlent pas la langue française, ce qui m'aurait fallu justement aux États-Unis. Oui. Et depuis le début, ils sont dans cette classe ensemble avec d'autres enfants étrangers, donc et ils sont tous mélangés. Donc Pauline et Lise étaient dans la même classe au début. Ils ont une maîtresse qui vient juste pour ça. C'est la maîtresse clean qui vient leur apprendre le français depuis le début. Elles font des dictées tous les jours, des petites dictées. Elles apprennent la langue petit à petit. Et ça, c'est génial. Je trouve ça vraiment fantastique. Et donc, Lise, au bout de 6 mois, parle carrément couramment français. Et à partir de ce moment-là, elle peut re-rentrer dans sa classe normale. D'accord, ok. Et Pauline, petit à petit, elle passe des heures dans sa classe normale de CE1 française, elle revient en clean. Enfin, vraiment, il les intègre d'une façon vraiment superbe. Et à la fin de l'année, elle parlait le français couramment. Et voilà. Vous restez 1 an, c'est ça, là-bas? On reste 1 an, ouais. Et globalement, c'est une belle expérience? Oui. Pour moi, c'était un peu le choc parce que ça faisait 20 ans que je n'étais pas rentrée en... Non, même plus parce qu'avant, j'étais aux États-Unis. Ça faisait plus de 30 ans. 30 ans. C'était 30 ans, exactement. Non, puis en plus, t'es partie, t'étais très très jeune. J'étais très jeune. Pour moi, c'était très très bizarre. J'avais l'impression... Je connaissais... Par exemple, si je regardais une émission à la télé, je connaissais les chanteurs. Je sais pas moi, s'il y avait une émission sur Claude François. Enfin voilà, je connaissais, mais je comprenais pas la culture. Je comprenais plus les choses qui se passaient parce que la culture, ça se développe, c'est contemporain. Donc, il y a plein de choses qui se développent par rapport au temps... Enfin... à ce qui se passe aujourd'hui ou il y a 10 ans, etc. Et j'ai tout raté, donc c'était très bizarre. Je me sentais pas vraiment à l'aise. Et puis d'un autre côté, j'étais en France, j'étais française, mais j'étais pas vraiment... J'étais étrangère dans mon pays. Ouais. Oui, oui. Et maintenant, tu te sens française, tu te sens allemande ou tu te sens... C'est toujours la bonne question. C'est une question très très difficile. Je vais te dire, je me sens munichoise. Ok. Ouais. C'est l'endroit où c'est chez moi ici. Munich, c'est ma ville. C'est mon chez moi. Ouais. Et donc après ces 1 an à Aix-en-Provence, vous re-rentrez à Munich? On rentre à Munich. C'était un peu chaud en France en ce moment-là. Et voilà. Puis en plus, en fait, j'ai réalisé que j'avais toutes mes racines ici. J'avais tous mes amis. J'ai passé 20 ans à faire ma vie ici. Je pouvais pas rester en France. C'était pas possible de dire on va rester quelques années en France. Ça va être super et tout. Mon mari aurait voulu rester. Ouais. Bah oui, mais Aix-en-Provence, c'est quand même sympa. Et oui, puis de faire l'aller-retour où il a ses copains ici à Munich et après il rentre à Aix-en-Provence, il a sa vie dans le sud, c'est pas mal non plus. Non, mais non, c'était trop dur. Donc j'étais bien contente de rentrer et à partir du moment où je suis rentrée, c'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier ma vie à Munich et vraiment à comprendre que c'est chez moi ici et que c'est pas le pays d'où je viens, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les États-Unis, mais c'est la ville dans laquelle je vis qui est mon chez moi et même mon quartier.
Et donc, et ça, c'est le fait de faire cette année en France où tu as vraiment ce déclic. Ouais. Et ton quartier, donc, c'est Schwabing. Et tu as toujours habité Schwabing? Ouais. Toujours habité à Schwabing. Même si un jour on déménage dans un autre quartier, qu'on trouve un appartement plus grand, etc., parce que de nos jours, on ne peut pas vraiment choisir. C'est pas comme si je pouvais pas le quitter, le quartier, mais ce sera toujours my home, mon chez-moi. Mm-hmm. Mm. Et tu disais, même actuellement, au final, ton cercle d'amis, c'est des Allemands maintenant, ou des Munichois. Ben, c'est un mélange en fait. Ouais. C'est partagé. J'ai des amis allemands, des amis munichois. J'ai ma belle-sœur avec qui je suis très bonne amie aussi. Donc c'est mes amis allemands. Et j'ai mes amis américains, irlandais, mélangés allemands, qui justement font partie de ce côté de ma vie, de ma jeunesse américaine, parce que j'ai grandi américaine en fait. Oui, bien sûr. Donc toute la culture dans laquelle j'ai grandi, c'est les États-Unis. Et donc il y a cette partie-là. J'ai aussi mon groupe d'amis là. Et j'ai ma copine Marianne, ma copine française. Et maintenant, je travaille avec mon assistant Étienne. Et lui, il est français, par exemple. Et voilà, quoi. Et tes filles, si on leur posait la question sur leur origine, où elles se sentent allemandes, elles se sentent françaises, elles se sentent à moitié américaines. C'est très drôle. Parce que Pauline, la petite qui a 12 ans, elle est très, très bavaroise, très, très attachée à Munich. Et elle n'accepte pas le fait qu'elle est à moitié française. Ok. Donc, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi, en fait. Pour elle, elle est allemande, l'Allemagne, Munich, c'est chez elle. Ma fille aînée, Lise, elle est moins. Mm-hmm. Mais je pense que toutes les deux se trouvent quand même plutôt allemandes que françaises. Oui, après, il faudra voir avec le temps parce que c'est peut-être des choses qui peuvent aussi changer. Elles sont encore jeunes. Maintenant, on va passer à la rubrique carnet d'adresses que j'aime beaucoup. Et toi, ça va être super parce que comme tu connais très très bien le quartier. J'espère que je me souviendrai des noms. On commence toujours en bon français par les restaurants. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Généralement, je fais plusieurs catégories. Donc, un restaurant plutôt, tu vois, pour un dîner en amoureux. Et puis après, quelque chose de plus, je sais pas, pour aller déjeuner avec les copines. Ou après, ça peut être tout simplement ton resto préféré à Munich. Ouais, j'ai un resto préféré. Enfin, j'ai un de mes restos préférés. J'aime beaucoup manger indien. C'est Daba dans la Nordenstraße. Je sais pas si tu connais. C'est un restaurant indien, Daba, Nordenstraße. Je réfléchis, ouais. Mais ouais, de toute façon, je remettrai après l'adresse sur le blog pour que les gens trouvent. C'est-à-dire que nous, on n'est pas trop restaurant. Enfin, je sais que tu aimes bien trouver des adresses, mais moi, je trouve ce qui définit Munich, c'est pas vraiment les restaurants ou les bars, c'est d'aller de prendre une couverture de pique-nique. Enfin, ta couverture, ou une nappe, et de partir. De prendre une couverture et de partir dans le English Garden, d'aller se trouver un endroit où il n'y a personne, de se mettre au bord de la rivière, de se faire un pique-nique, ou d'aller au bord de l'Isar, d'aller prendre un apéro au bord de l'Isar, par exemple. Ouais. Et tu peux nous donner peut-être un ou deux endroits, vaguement, pour pas qu'il y ait trop de monde qui vienne. Parce que, moi, je sais qu'avant, j'habitais, au tout début, je suis arrivée à Munich, j'avais un appart vers Freimann. Mm-hmm. Et en fait, l'Englischer Garten remonte jusque là-haut. Et j'allais courir à ce niveau-là. Et en fait, j'adore cette partie-là parce que c'est hyper sauvage. C'est ça. C'est super joli. Et il n'y a personne. C'est ça. Et en fait, tout le monde va s'entasser dans le centre. Alors qu'en fait, moi, je trouve que le nord, c'est vraiment super joli. C'est ma partie préférée aussi. Mais ça dépend un peu ce que tu recherches, en fait. Si t'es en amoureux, justement, et que tu veux faire un pique-nique tranquille, tu vas dans la partie nord du English Garden. Mm-hmm. Là où la rivière coule, enfin, le petit ruisseau. Tu peux même te baigner aussi. Et donc là, tu trouves plein d'endroits sauvages. Mais si, par exemple, tu es avec des copines et tu veux faire un truc plus sympa, où il y a de la musique, il y a du bango, il y a du monde, il faut aller sur le coin université. Mm-hmm. Là où ça bouge, quoi. Il y a du monde. Ça dépend. Ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches du monde, de la musique, ou est-ce que tu veux être tranquille.
Et dans les Biergarten, on adore aussi aller dans les Biergarten, c'est très munichois. Les gens vont pas vraiment dans l'été, par exemple, on va pas dans les restaurants et trucs comme ça, on va dans les Biergarten. Et justement, là, en Biergarten, tu peux nous en citer un ou deux parmi tes préférés? Ouais, Hirschau, je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, je vois. Chinesische Turm, évidemment, à part que, bon, je vais dire, je sais pas si je peux le dire, mais Chinesische Turm, c'est plus très bon, en fait. J'aime bien Klein Hesseloher See, dans le English Garden, le Biergarten à côté de... Oui, c'est joli, oui, là-bas. Voilà. Peut-être des adresses pour sortir à l'extérieur de Munich, des choses un petit peu moins connues que Starnberg ou, je sais pas, la montagne, Garmisch-Partenkirchen, parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a plein de choses. Il y a quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années que j'adore y aller, c'est le Wörthsee. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et Wörthsee, c'est pas très grand. Il y a un endroit qui est super sympa qui s'appelle Il Kiosko. En fait, c'est Steinebach am Wörthsee. Et Il Chiosco, c'est un petit kiosque italien. Et là, c'est super aussi, si tu veux faire un truc romantique le soir, tu es juste au bord du lac, en fait. Il y a une grande pelouse aussi avec les enfants, mais même si tu vas avec ton mari. Et ils servent des Aperol Spritz, t'as les pieds dans l'eau, quoi. Ouais, mais je me vois, là. C'est super. Et c'est à s'il y a pas de... il faut y aller tôt, enfin, c'est-à-dire tôt. Il faut sortir plus tôt. Il faut pas sortir à 5 heures du boulot y aller. Il faut y aller à 4 heures au plus tard et... Pour éviter la circulation. Exactement. Et sortir à Wörthsee et suivre Steinebach. Et ça, c'est génial. J'adore. Super. Oui, là, tu m'as donné envie. Faire du stand-up paddling là-bas. Ouais. Et en hiver, quand il y a de la neige, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, nous, comme de bons Munichois, on va skier en Autriche, évidemment, à côté de Kitzbühel. C'est sûr. C'est là où les Munichois se retrouvent. Non, mais on n'est pas directement à Kitzbühel, on est à Jorberg. En fait, c'est les parents d'Andreas, parce qu'Andreas est Munichois. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'ils louent un chalet là-bas. Comme beaucoup de gens à Munich ont des chalets en Autriche, en fait. Mais pourquoi, alors? Ça, c'est une bonne question, dans le Tyrol. Parce que, en fait, les Allemands, enfin, non, je ne vais pas dire les Allemands, les Munichois n'aiment pas skier en Allemagne. Mon mari, de skier en Allemagne, lui, ça lui fait rire. Enfin, ça le fait rire, ça l'intéresse pas. Parce que les domaines sont plus petits ou... Les domaines sont plus petits. Voilà, quoi. Eux, ils vont skier en Autriche. C'est dans le Tyrol. Je sais pas. C'est comme ça. Ok. Et tous les Munichois se retrouvent là-bas. Les vrais. D'ailleurs, il y a un endroit super aussi l'été à côté de Kitzbühel, c'est Schwarzsee. Le Schwarzsee qui est à Kitzbühel, c'est super sympa. Et d'ailleurs, toute cette région, Reit, Kitzbühel, il y a plein de petits lacs super mignons. C'est très, très beau. Et c'est pareil, c'est à 1h30 de Munich. C'est pas très loin. Des conseils peut-être, je sais pas, une activité à faire ou une sortie plus particulièrement avec les enfants? Mais il y a énormément de choses pour les enfants, en fait. Il faut juste regarder sur Internet. Enfin, je veux dire, il y a plein d'adresses de trucs sympas. Ça s'est fait les dernières années. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ça à Munich. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas tout ça. C'était pas encore une grande ville. Munich, c'est devenu une grande ville maintenant. Et justement, toi qui vis là depuis, tu m'as dit donc 24 ans, à partir de quand, à ton avis, justement, ça change, Munich devient une grande ville et comment ça se manifeste? Il y a 10 ans à peu près, ça a commencé. Il y a une dizaine d'années, c'était pas encore, ça commençait petit à petit, les appartements commençaient à devenir plus chers. Mais ça a été très très vite. Enfin, les derniers 5-6 ans, ça a été très très vite. Il y a énormément de monde, il y avait jamais autant de voitures, il y avait jamais autant de monde dans les rues. Ça explose, quoi, j'ai l'impression. Et puis, en fait, je pense qu'ils n'ont pas réalisé ici dans la ville de Munich l'expansion que ça allait faire. D'ailleurs, on voit, il y a des constructions de partout. Ils essayent de suivre le trend, mais... Non, puis on a vu les prix de l'immobilier qui ont complètement explosé. Incroyable. Mais il y a à peu près 10 ans que ça a commencé. Et avant, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Parce que j'allais dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, vraie munichoise maintenant? On regarde ça avec, comme on dit en allemand, avec un œil riant et un œil pleurant, ici en Allemagne. Et parce que le côté riant, donc, c'est que ça devient plus ouvert. Munich a toujours été très renfermé par rapport aux choses nouvelles. Donc, tout ce qui était nouveau, innovatif, c'était toujours ah non, on va pas le faire parce qu'on veut pas changer ci, on veut pas changer ça.
Ça, c'est très bavarois. Et ils ont été obligés de devenir plus modernes, de devenir plus innovatifs, d'ouvrir leurs portes aux montres différents qui est la bulle de Munich. Et en fait, ça, je trouve ça positif parce que ça ouvre un peu l'esprit des gens. C'était très renfermé, je trouve, avant, beaucoup plus. Oui, très traditionnel. Et puis, traditionnel, ouais. Enfin, moi, je trouve que tu ressens quand même toujours ça. Je pense que tu vois, autour de moi, j'ai des amis allemands, mais il y a personne qui est bavarois. Et je l'ai entendu plusieurs fois, c'est pour avoir des vrais amis bavarois, t'as l'impression qu'en fait, ça les intéresse pas, ou tu vois qu'ils ont déjà leur cercle là depuis très longtemps. Et en fait, d'arriver à y rentrer, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai et ce que j'ai souvent entendu. Ah, c'est sûr. Parce que moi, j'y suis rentrée parce que ma copine était bavaroise. Oui, puis bon, tu t'es mariée aussi. Ouais, mais et eux, c'est tout un cercle d'amis qui se connaissent depuis qu'ils sont petits. En fait, ils ont tous ski ensemble. Donc, ce cercle-là, j'y suis seulement rentrée grâce à elle, mais c'est pratiquement impossible de l'extérieur. C'est vraiment un cercle renfermé, c'est vrai. Ils sont tous amis et puis ils en ont assez parce que l'autre connaît machin, truc, bidule de je sais pas quand. Tout le monde se connaît. Tout le monde est sorti avec tout le monde à un moment ou à un autre. Eux, moi pas. Ils ont tous sorti, enfin, ils se connaissent tout, quoi, c'est incroyable. Non, mais toi, on a compris, il y a ton amour, Andreas. Alors, justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Là, ça va être majoritairement des francophones et francophiles qui vont écouter. Bon, de toute façon, déjà, on parle en français. Quels seraient tes conseils, toi, justement, pour quelqu'un qui arrive ici et qui veut s'intégrer, tu vois, et ne pas justement rester, comme beaucoup le font, juste dans cette bulle d'expatriation. Et même si, excuse-moi, c'est effectivement difficile d'avoir ce contact-là, est-ce que tu aurais quelques conseils? Ouais. Donc, justement, ne pas trop rester... Enfin, c'est normal qu'on va y avoir des amis et des contacts. Donc, je comprends... l'envie de se retrouver avec d'autres Français, des gens qui parlent la langue qu'on parle nous-mêmes, mais justement de ne pas rester coincé seulement que dans ça. Moi, je trouve que par exemple, de faire j'ai rencontré des gens dans une chorale. C'est un exemple. L'année dernière, j'ai commencé une chorale, j'y suis allée toute seule, je me suis enregistrée dans cette chorale, on chante en anglais. C'est un mélange d'âge, il y a des femmes, il y a des hommes, de la vingtaine à la soixantaine, et j'ai c'est des amis, mais des nouvelles connaissances. De faire des choses comme ça, ou de faire un cours de danse, ou de... Il y a plein d'écoles, enfin, il y a plein de choses différentes, ou un cours de photographie, de Volkshochschule, de faire un cours où les gens sont mélangés. Parce que les Allemands, je trouve, sont quand même beaucoup intéressés à beaucoup de thèmes différents. Donc, les gens, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup d'offres. Il y a des Vereins, des associations, par exemple. Si on aime bien faire de la gym, par exemple, d'aller faire sa gym, pas au club, mais d'aller faire sa gym à une association à côté de chez soi. Quoi, de quartier, oui. De quartier, là, on rencontre des gens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par les activités, tu peux effectivement très très vite rencontrer du monde. Et puis en plus, c'est peut-être plus facile parce que tu as déjà cet intérêt commun avec les personnes Exactement. Que tu vas rejoindre. Ouais. Et puis d'avoir un concert ensemble avec des gens que tu connais pas, ça rapproche. Enfin, là, on s'est revus mercredi dernier et puis tout le monde était content de se revoir. On a vécu quelque chose ensemble et même, on se connaît pas, quoi, mais on s'est attaché avec ça. Apprendre un peu l'allemand, c'est pas mal aussi. Oui, mais ça, je sais pas, moi je trouve que souvent les gens ils se bloquent avec ça. Ouais. Ils disent il faut que je parle allemand couramment pour pouvoir rencontrer des gens autrement. Non, c'est pas ça. Il faut y aller. Évidemment, c'est facile à dire parce que, enfin, c'est pas pour tout le monde aussi. Je comprends. Il y a des gens qui sont timides, mais oui, mais bon, je pense que toi, t'es quand même l'exemple. Toi, t'y es allé à la dure, on va dire. Mais après, le problème, c'est que si tu te jettes pas un minimum à l'eau. Ça rend les choses encore plus compliquées. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Munich. Donc, ce cercle munichois dont on parlait avant, il rétrécit, malheureusement. Oui, oui. Donc, en fait, il y a de plus en plus de gens d'autres villes. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est des Allemands, mais ils sont pas munichois. Voilà, et eux, ils sont super contents de rencontrer des gens aussi. Donc, si toi, tu parles pas encore super bien l'allemand, tu peux parler en anglais avec eux, par exemple. Ils sont tellement contents d'avoir du contact. Et en fait, d'avoir confiance que les gens sont ouverts. Qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à rencontrer quelqu'un et à se faire des amis, même s'ils sont allemands. Le podcast s'appelle « Dessine-moi Munich ».
Si tu avais, je sais pas, 2 ou 3 adjectifs, une couleur pour dépeindre la ville, tu le ferais comment? Vert, Vert? sûr. Vert, parce que c'est vert de partout. Parce que c'est vert quand je regarde dehors de ma fenêtre. C'est vert quand je fais du vélo, de partout où je vais. Je travaille dans le vert, en plein milieu du parc olympique. Toujours dans le vert. Je voulais avoir aussi ton avis sur quelque chose, sur la place de la femme. Donc tu vois, on entend souvent, et particulièrement en Bavière, enfin moi je l'ai aussi plus ou moins vécu, que en tant que femme, il faut faire le choix, tu vois, entre faire une carrière ou avoir des enfants. Et après aussi, généralement, quand tu as des enfants, bah voilà, tu t'en occupes ou tu viens les chercher à midi ou à 14h et tu les laisses pas toute la journée à l'école. Toi, j'ai l'impression qu'au final, tu as toujours travaillé. Eh ben non, justement, j'ai plutôt suivi le côté bavarois. Ouais. Parce que, en fait, j'ai pris l'exemple des gens que je connaissais autour de moi. Et ceux que je connaissais, ils travaillaient pas. Enfin, ils travaillaient pas. Et s'ils travaillaient à mi-temps. Donc, la plupart des gens que je connaissais, les enfants... Enfin, j'ai l'impression que pour les Allemands, je ne sais pas pourquoi, mais leurs enfants vont toujours d'abord. C'est-à-dire que d'abord, on se décide d'avoir des enfants, après on a des enfants. Le reste, ça vient après. Enfin, les gens que je connais, les Munichois, donc, les femmes que j'ai connues. Et donc, c'était automatique. Enfin, si tu pouvais garder tes enfants à la maison, tu les gardes à la maison. Donc, mes filles étaient pas en crèche, par exemple. Elles ont commencé le kindergarten, elles avaient, je ne sais pas, 3 ans. Et c'était jusqu'à 3 heures. Mais ça a duré du temps pour qu'elles restent plus longtemps. Et puis, quand elles ont commencé l'école, elles rentraient à 11 heures. Et moi, j'étais à la maison aussi, donc... Et toi, c'est quelque chose que tu as bien vécu? Oui, surtout que, justement, je suis très contente du fait que j'ai pu faire ça, en fait. Parce que j'ai beaucoup... Enfin, il y a 2 côtés. D'un côté, c'était dur, parce que j'étais beaucoup avec elle, toute seule aussi. Oui. Ça, c'était dur. Parce qu'il faut quand même le dire que c'est pas évident d'être quasi 24 heures sur 24 tout le temps avec ses enfants, surtout si ton mari est parti, travaille. C'est quand même une charge. C'est pas qu'on n'aime pas ses enfants, mais... Enfin, disons, je vais le dire comme ça, je le ferai pas autrement. Mais c'est un choix, je le regrette pas et ça a été un bon choix. Mais c'est vrai que je sais pas comment ça aurait été... Enfin, j'aime pas trop juger parce que je sais pas comment ça aurait été si ça avait été d'une autre façon, si je les avais laissés plus longtemps. Enfin voilà, moi je suis contente d'avoir eu la possibilité de le faire. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que tu as l'impression que les choses changent ces dernières années? Tout à fait, beaucoup. Parce que la nouvelle génération, moi mes filles elles sont plus grandes maintenant. Donc la nouvelle génération allemande des femmes, justement, elles travaillent toutes. Donc ça a changé. Ça a changé justement les dernières 10 ans. Et c'est normal, parce que la vie devient de plus en plus chère. Souvent, dans le couple, les deux doivent travailler. C'est fini la bulle de la femme qui reste à la maison, qui a pas un loyer. On n'avait pas un loyer très cher avant ici. Je le savais d'ailleurs. Je me disais, un jour ça va changer. D'ailleurs, j'aurais dû acheter un appartement. Ça, c'est vraiment un regret. Parce que je le voyais très bien. Je connaissais les prix aux États-Unis, je connaissais les prix en France. Et je savais très bien qu'ici à Munich, c'était une bulle, ça allait exploser, c'était pas possible. Donc maintenant, ça devient vraiment, comme dans toutes les grandes villes du monde, ça devient une réalité. Et plus personne peut rester à la maison. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui le font encore, mais c'est un luxe, c'est devenu un très grand luxe. Donc ça change et c'est normal. Je finis toujours avec cette question-là. Qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu devais partir? Plein de choses. Mon Dieu. Ouf. Les espaces verts, le English Garden, le Isar, mon vélo. Mes vélos, j'en ai 3. Une vraie Allemande. Quand je suis partie en France pendant 1 an à Aix, je rêvais de mon vélo la nuit dans la cave à la maison. Non mais, un truc de malade. Non, c'est déjà pas mal. Mais pas nécessairement la bouffe bavaroise, on va dire. Ça manquerait pas. Oui, ça, il faut quand même le dire. Pardon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on pourra refaire un autre épisode ou une autre fois sur un autre sujet. Merci. Merci à toi. Et puis bonne journée. À toi aussi. C'est fini pour l'épisode 4. Avant de vous quitter,
quelques petites choses. Tout d'abord, un énorme merci à Olivia pour son témoignage. Vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur le site. Deuxième chose, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, faites-le. Je partage des bons plans pour le week-end, des astuces pour vivre mieux à Munich et toutes les nouveautés de mon activité. Troisième et dernière chose, si vous vous sentez perdu à Munich, étrangère à votre nouvelle planète et que vous avez besoin d'un coup de pouce, je suis là pour vous aider à construire votre nouvelle vie. Prenez un premier rendez-vous avec moi via le site dessine-moi-munich-toutattaché.com. C'est gratuit et sans engagement, vous risquez juste de vous sentir mieux. Sur ce, encore merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.